Bonsoir à toutes et à tous, Monseigneur Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, Madame Naïla Tabara, présidente de la Fondation libanaise, adjoint et professeur en sciences des religions et études islamiques à la faculté des sciences religieuses de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci pour votre présence, monsieur le directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée, mesdames, messieurs les partenaires, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités. Ouvert sur la rive sud de la Méditerranée, inspirée par ses multiples origines depuis l'Antiquité, notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur est au cœur des enjeux futurs de l'espace méditerranéen et c'est pour moi un honneur de vous accueillir ici au nom du président Roland Muselier dans cette magnifique hôtel de région qui est le vôtre, qui est la maison de tous les habitants de cette région. Transmettre aux générations futures un monde méditerranéen ouvert, accueillant et innovant. Rassembler les peuples et les organisations méditerranéennes et surtout encourager le dialogue entre les cultures, voilà notre bien commun. Monseigneur Aveline, vous qui êtes un fidèle artisan du dialogue interreligieux, vous êtes même membre du Conseil, du prestigieux Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux nommé par le Saint-Père. Comme vous, je suis convaincu que ce dialogue est un magnifique instrument pour établir des ponts entre les individus et les nations, pour répondre aux nombreux défis que nous avons à relever ici au sein de l'espace euro-méditerranéen. Chaque passerelle, chaque lien est donc utile. Et avec la Méditerranée du futur, créée par le président Muselier, qui aura lieu cette année en février 2022, notre région souhaite apporter sa contribution à ce renforcement des liens humains entre les deux rives de la Méditerranée. Partenaire privilégié de la région depuis de nombreuses années, les actions de l'Institut catholique de la Méditerranée sont soutenues par notre collectivité régionale depuis maintenant de nombreuses années, notamment par la direction de la coopération euro-méditerranéenne. Et je souhaite à cette occasion saluer notamment deux projets importants que nous soutenons. D'abord, celui intitulé « Humanisme et religion, quel enjeu éducatif ?» Le deuxième projet, « Fabrique de la paix, développement et humanité en Méditerranée ». Et c'est vrai qu'à cet instant, la question de l'éducation, je me souviens quelques mots. Monseigneur Aveline, vous étiez présent quand nous avions été invités par le Saint-Père à votre initiative à Rome, et je me souviens dans cette église quelques mots du cardinal Jean-Louis Torrent, qui, je me souviens encore ces mots, qui nous disait, qu'elle je crois profondément, que ce XXIe siècle, l'un des plus gros défis également sera celui de l'éducation. Et donc ces deux projets phares ont eu pour objet d'accompagner la réflexion collective autour de l'identité méditerranéenne, d'étudiants, chercheurs et praticiens pluridisciplinaires issus des deux rives de la Méditerranée, dont des pays de coopération ont abordé des réflexions relatives aux nombreux défis de l'entente culturelle ici en Méditerranée. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur entretient depuis de nombreuses années des relations de coopération avec des autorités locales des rives sud et est de la Méditerranée et mène une diplomatie territoriale ambitieuse et forte à vocation méditerranéenne. Des partenariats durables ont notamment été conclus avec les gouvernements locaux des grands pays de la Méditerranée. Je pense à Tunis, au Maroc, à Alger, à Oran. Et grâce aux dispositifs financiers à leur disposition, la région pilote actuellement plusieurs projets dans ces territoires méditerranéens de coopération. Il s'agit notamment de la lutte contre le changement climatique, mais aussi le soutien aux activités économiques et innovantes, mais également le développement des échanges culturels et universitaires, l'appui à l'éducation et à la formation, la promotion de la jeunesse et de la citoyenneté, le renforcement de la citoyenneté et de la solidarité par l'action humanitaire, et enfin le renforcement de la coopération culturelle. La région encourage et accompagne des opérations régionales, notamment
les associations, les collectivités territoriales, les entreprises, l'économie sociale et solidaire à mettre en œuvre des projets de coopération avec les acteurs de nombreux territoires méditerranéens partenaires. Bref, je vais arrêter de vous lire ces quelques mots qu'on m'a préparés et qui sont beaucoup trop longs. Tout ce que je voulais vous dire, en tout cas, ce soir, c'est que vous êtes ici, encore une fois, chez vous et qu'avec le président Renaud Muselier, nous sommes très attachés à l'interreligieux, à l'interculturel. Et je pense que c'est justement par l'échange, par l'écoute, qu'on arrive bien tout simplement à se comprendre et au final à se respecter ensemble. Et donc, c'est ce travail ensemble que nous souhaitons faire ici dans cette maison. Vous savez, j'ai 26 ans, je me suis engagé très tôt dans l'engagement public parce que je crois que la politique peut encore faire changer les choses. Et ce que vous faites ce soir, ce rassemblement, cette écoute, eh bien, c'est ce que nous avons besoin parce qu'ici et cette région, c'est ce que nous aimons comme nous aimons la Méditerranée. Et donc, je voulais encore une fois vous dire merci d'avoir choisi cet hôtel de région ce soir pour votre colloque. Vive l'Institut catholique de la Méditerranée, vive notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à très vite. Bonne conférence à tous. Encore bienvenue à chacune et chacun d'entre vous et à tous ceux qui sont connectés par Zoom avec nous depuis Rome, depuis Naples ou d'autres villes de la Méditerranée. Merci, Monsieur Ludovic Pernet. Vous représentez aujourd'hui Monsieur Renaud Muselier, président de la région, et vous êtes vice-président en charge de la jeunesse, des sports et de la vie étudiante. Veuillez transmettre les plus sincères remerciements de la part de l'ICM à la région Sud, à son président pour le soutien immédiatement accordé à notre initiative et à la mise en œuvre de cette conférence. Je tiens également à remercier et à signaler la présence de Monsieur Romain Cimarano, directeur adjoint du cabinet du président Muselier. Monsieur Patrick Forest, directeur du protocole, qui a mis la salle à disposition chaleureusement. Madame Tess Cartagena, du service de la coopération décentralisée de la région, ainsi qu'à toutes leurs équipes. Merci particulièrement pour l'accueil vraiment chaleureux que vos équipes nous ont réservé dans ce salon d'honneur de l'hôtel de région. Je salue aussi la présence des jeunes chercheurs participant au programme Maison de la Sagesse. Vous êtes ici, vous êtes arrivés aujourd'hui de Tunis, du Maroc, de l'Égypte, du Liban, de Rome, de Roumanie. Bienvenue à vous tous. Les jeunes chercheurs donc participant au programme Maison de la Sagesse, soutenu depuis 2017 par la région, et dont le père Christophe Roucou est le directeur de projet. Vendredi, avec eux, nous travaillerons également sur le terrain avec des acteurs éducatifs des quartiers nord. Je salue aussi des jeunes de la masterclass de l'ICM. En lien avec cette masterclass, c'est en lien avec une douzaine d'universités euro-méditerranéennes. La région, encore une fois, merci à elle, a déjà eu l'occasion d'accueillir la masterclass dans ses locaux ici. Merci avant tout à nos deux invités d'avoir répondu favorablement à l'invitation de l'ICM, Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, Neila Tabara, donc présidente de la Fondation Adiane, je crois que je le répète, mais c'est bien de le redire, et professeur en sciences des religions et études islamiques à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci de votre présence en cette période chargée et marquée par des événements et des crises significatifs de part et d'autre de la Méditerranée. Plus que jamais, nos sociétés sont mises au défi du dialogue interculturel et interreligieux sur des plans variés.
et nous en percevons les enjeux régionaux, locaux et mondiaux. Nous avons compris à l'ICM que sur cet horizon, il est urgent de lancer des processus qui génèrent des dynamismes nouveaux dans la société et impliquent d'autres personnes et groupes qui les développeront jusqu'à ce qu'ils fructifient en événements historiques importants. Je ne fais que citer le pape François qui nous rappelle continuellement que le temps est plus important que l'espace et que dans ce temps, dans ce cadre, il s'agit de lancer des processus. On ne sait pas à quoi ils aboutiront, mais il est de l'ordre de notre responsabilité de les lancer. Votre conférence, donc, oui, l'Institut catholique de la Méditerranée, fort de ses 30 années de recherche et d'engagement, est conscient de ses responsabilités, a donc initié en mai 2021 le processus méditerranéen, la Méditerranée au temps des incertitudes. Votre conférence à deux voix s'inscrit dans ce processus. C'est une démarche de dialogue, de conférence et de recherche par étapes qui, de plus, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Pernet, va dans le sens de ce qui est proposé en France par les initiatives régionales, comme la Méditerranée du futur, ou même gouvernementales, comme le Forum des mondes méditerranéens. Il s'agit de promouvoir ces interconnexions en Méditerranée, tout en rappelant que les peuples du bassin méditerranéen sont reliés par un destin commun. Marseille a, de par sa position, son histoire et sa configuration plurielle, un rôle important dans le dialogue interculturel et interreligieux méditerranéen. Plus qu'une ville, Marseille est un message. J'ai cru l'entendre quelque part. Et ça fait très plaisir aux Libanais présents. En tant que ville de la Méditerranée, Marseille pourrait jouer donc un rôle significatif à l'avenir, en particulier après les rencontres méditerranéennes de Bari en 2020 et de Florence en février 2022, pardon. La Méditerranée au temps des incertitudes, un dialogue nécessaire. C'est donc le titre de la conférence à deux voix. Je vous laisse la parole. Merci Patrice, merci Ludovic aussi, hein. Merci beaucoup. Donc, vous avez déjà presque tout dit, hein. Je pense qu'on aurait pu vous introduire, Naïla et moi. Voilà, je remercie les organisateurs, l'ICM en particulier. Je remercie Patrice Chossolski, toute l'équipe. Je remercie aussi Bernard Valero, Robert Bottegui, Christophe Roucou et bien d'autres encore. Et puis la région PACA, Ludovic bien sûr, et surtout aussi le président Renaud Muselier, on en a déjà parlé. Je suis très heureux de retrouver Ludovic ce soir. C'est un engagement politique important, un engagement, oui, c'est très important, qui est des jeunes qui se lancent dans cette aventure-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis bien sûr, je suis très heureux, très heureux de retrouver Neila Tabara. Nous nous connaissons depuis 20 ans, m'a-t-elle rappelé ce matin en arrivant. Et je rends grâce à Dieu pour le don de cette amitié. Vraiment. Je rends grâce à Dieu pour le don de cette fraternité qui s'est tissée ainsi entre nous. D'abord au Liban, quand je venais vous voir, Fadi et toi, qui enseignaient à l'Université Saint-Joseph, à Beyrouth, je me souviens de sessions, à Feitroun, à l'ISSR. Et puis après, en bien d'autres endroits, à Paris, à Strasbourg, dès que Adian a été créé. Voilà, et puis à Marseille aussi, de nombreuses fois, vous êtes venus pour coopérer à quelques programmes de l'Institut, qui aura donc bientôt 30 ans, ça ne nous rajeunit pas. Mais voilà, Mosaïque, on en parlait ce matin, je pense à Rémi Cocanas et à tous ceux qui ont été les acteurs de ces programmes pour les jeunes méditerranéens. Ce soir, c'est encore donc de la Méditerranée qu'il va être question, mais le décor a bien changé depuis 20 ans. Et des efforts se sont essoufflés, des projets se sont évanouis, d'autres choses sont nées, d'autres défis sont apparus.
d'autres menaces aussi, d'autres espoirs. D'autres déceptions, où donc elle espère. Nous voudrions chercher avec vous ce soir la Méditerranée au temps des incertitudes, où donc est l'espérance. Et on voudrait le chercher avec vous, non pas en vous apportant des réponses, mais en engageant devant vous, puis avec vous, un dialogue nécessaire. Alors, on a un tout petit peu préparé notre scénario, on verra bien comment ça va marcher, on se passera la parole, on ne va pas faire 30 minutes chacun, on va faire un truc un peu plus interactif, et puis après, ce sera à vous la parole aussi. Nous, on a écrit le scénario, mais on ne l'a pas répété. Mais donc, voilà. Donc, je vais commencer, on s'est mis d'accord comme ça, sur l'incertitude. Effectivement, il y a des raisons d'être incertain et même d'être inquiet. Je voudrais juste rapidement faire un petit tour de la Méditerranée. On peut être inquiet parce que 10 ans après les printemps arabes, on voit que des choses n'ont pas beaucoup bougé. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut être inquiet quand on observe le jeu dangereux de la Turquie aujourd'hui, en particulier dans sa relation avec l'Europe, quand on voit renaître le vieux rêve de l'Empire ottoman, quand on regarde les tensions avec la Grèce, les problématiques avec Chypre, l'intervention, la présence en Libye, l'influence en Algérie, la rupture avec Israël, avec le sentiment aussi qu'une dégradation de la situation intérieure économique sert de catalyseur au bellicisme à l'extérieur. Oui, inquiétude quand on regarde la Turquie. On peut aussi être inquiet des certaines options risquées de l'Algérie. Les militaires au pouvoir depuis la création de l'État, la réaction face à la protestation populaire au Irak, la diminution de la manne pétrolière et l'engrenage dangereux, chômage, inflation, déficit public. On peut aussi être inquiet quand on voit les tensions entre l'Algérie et le Maroc, soulevées par la reprise d'accrochage entre les forces armées royales marocaines et le Front Polisario au Sahara occidental, un conflit tellement vieux qu'on l'oublie, sauf quand d'un seul coup, il se rappelle à nous parce qu'il y a quelques morts. Et puis on en est maintenant à la rupture des relations diplomatiques. Je ne suis pas diplomate, mon cher Bernard, mais bon, je fais juste un petit tour pour dire pourquoi on a raison d'être inquiet. On peut continuer. Les revendications latentes et asymétriques de l'Espagne sur Gibraltar, du Maroc, sur les enclaves de Melilla et Ceuta. On peut être inquiet quand on regarde ce qui se passe en Tunisie, une économie chancelante et durement affectée par l'impact de la crise sanitaire, en particulier sur les ressources, de la manne touristique, et puis une crise politique qui n'est toujours pas réglée. On peut être inquiet sur la situation actuelle de la Tunisie. On peut être inquiet aussi quand on regarde l'île de Chypre et la partition, le contentieux gréco-turc, ravivé par les prétentions d'Ankara, surtout sur les gisements d'hydrocarbures. On peut être inquiet de ce qui apparaît maintenant comme une espèce de cause perdue de la Palestine. Les accords d'Abraham et la fragmentation du monde arabe, la reprise violente des affrontements israélo-palestiniens à Jérusalem-Est et à Gaza, et qui dramatiquement, régulièrement, fait remonter la question palestinienne sur l'agenda international jusqu'à ce qu'on l'oublie une fois de plus. On peut être inquiet, mais là, je n'en dirai pas beaucoup, mais quand même de loin, mais Neila en dira plus de près, sur la fragilité actuelle du Liban, dans un péril existentiel. Et puis, on voit ça de loin, mais l'axe iranien et la tension que cela suscite avec l'Arabie saoudite,
on peut être inquiet. C'est pas un cours de dépression, hein, il ne faut pas partir de là. Mais enfin, il faut bien faire le tour. Mais quand on fait le tour, on s'aperçoit qu'on a raison d'aborder ces questions, hein. La Syrie, avec l'état de ruine, et où le simulacre d'élection présidentielle du 26 mai n'ouvre pas beaucoup, en tout cas vu de loin, de perspectives réelles d'amélioration de la situation. Et puis, pour moi, c'est le pire, le chaos actuel de la Libye, dont on peut se demander si le processus de retour à l'ordre constitutionnel et de réconciliation entre les factions antagonistes de Tripoli et de Benghazi s'avérera durable, et surtout en Libye, la situation des migrants, les camps de concentration, et peut-être pire, la puissance des mafias. Je suis en lien avec un jeune prêtre du diocèse de Modena, en Italie, que son évêque a envoyé pour qu'il soit chapelain à bord des bateaux qui s'occupent de récupérer des migrants dans les eaux de la Méditerranée centrale. Et grâce à lui, j'ai pas mal d'informations sur la situation et c'est catastrophique. Bien qu'il y ait quelques espoirs dont on parlera, il y a quelque chose, il y a des gens qui essaient de bouger, on en parlera aussi. Et puis même, il faudrait élargir. L'Afghanistan n'a pas de côte en Méditerranée, ni nulle part d'ailleurs, mais il est présent aussi à cause des réfugiés afghans, notamment à Lesbos. Et le problème n'a jamais vraiment disparu, qui ressurgit par la défaite rapide du gouvernement afghan et de la reprise des rênes du pays par les talibans. Et puis, il y a le positionnement d'un certain islam politique qui reste toujours inquiétant. Et puis, il y a l'interventionnisme occidental, qui n'est pas moins inquiétant, lui non plus. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique. Et puis, il y a des pays prédateurs, la Turquie, la Russie, la Chine, qui déroule aussi le fil méditerranéen de ses routes de la soie, l'Iran, qui poursuit la construction de son croissant chiite, Liban, Syrie, Yémen, Irak, Bahreïn. Et puis, il y a des raisons d'être inquiet aussi quand on regarde plus près de nous la façade méditerranéenne affectée par plusieurs crises sanitaires et autres, et une baisse d'intérêt des Européens pour le voisinage sud, préoccupés qu'ils sont de plus en plus par la montée des tensions dans le voisinage est, Ukraine, Donbass, Crimée et la crise actuelle entre la Biélorussie et la Pologne. L'enjeu des ressources gazières, avec tout ce que cela génère, au large des côtes égyptiennes, la gestion des flux migratoires qui passeront dans les 15 ans à venir à la vitesse supérieure, avec les réfugiés climatiques, le rôle des ONG, et puis les mafias qui règnent en Libye et ailleurs, la lutte contre les criminalités internationales, les trafics d'armes, voire les trafics d'organes en Libye en particulier. Voilà, enfin bref, quand vous faites le tour, et on pourrait faire un tour plus positif, mais enfin si on regarde les raisons d'une Méditerranée au temps des incertitudes, on a effectivement des raisons d'être inquiet. Mais justement, je pense qu'on peut distinguer inquiétude et incertitude. Ce que je viens de dire porte sur toutes les raisons pour lesquelles on voit bien que la Méditerranée n'est pas une mer tranquille, loin de là, et que les peuples qui en sont les riverains traversent chacun des moments difficiles, très difficiles, et que les programmes méditerranéens, on a évoqué celui de la région, la Méditerranée du futur, on a évoqué celui de l'État français, j'avais rencontré l'ambassadeur Karim Amelal il y a quelques temps, et nos programmes de l'Institut catholique, on voit bien que tout ça, il le faut, mais la somme des défis est grande.
Cependant, j'aimerais suggérer que l'incertitude fait partie de la condition humaine. La première conférence du cycle dans laquelle nous sommes la troisième était donnée par Christian Salençon le 26 mai dernier. Et parlant de la crise, il avait cité cette phrase de Nietzsche, « Ce n'est pas l'incertitude qui rend fou, mais la certitude. » Car l'incertitude ouvre sur l'avenir en lui révélant une multitude de possibles. Et c'est dans ce sens-là qu'on voudrait passer ce moment avec vous ce soir. C'est-à-dire une fois qu'on a fait tout ce tour, et il faut le faire, et on pourrait l'affiner beaucoup, qu'est-ce qui ouvre pour nous des possibles? C'est-à-dire en quoi cette incertitude, plutôt que d'être un boulet que l'on traîne, est un moment favorable pour travailler et faire avancer certaines choses. Au fond, l'incertitude, je le dirais ainsi, est un inconfort prometteur. C'est un inconfort, et donc il y a la difficulté de la perte de confort, mais il est prometteur parce que il est porteur d'un avenir à inventer. C'est un peu dans cet esprit-là que nous avons réfléchi cet après-midi avec Neila, et je vais d'ailleurs lui passer maintenant la parole, parce que toi aussi, Neila, tu en as une expérience au Liban de cette difficulté d'une perte de confort, et cependant de la promesse d'un avenir à inventer. Je te donne la parole. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc pour ces paroles. Merci aussi pour ton amitié et ton soutien durant toutes ces dernières années et pour tout ce que j'ai appris de toi en théologie, mais aussi en humanité surtout. Et merci à l'ICN pour l'invitation d'être ici et pour la région de nous accueillir. Et pour ce titre, en fait, qui parle de l'incertitude, et cette idée, cette phrase sur laquelle tu viens de terminer, Jean-Marc, combien cette incertitude peut être la source de quelque chose de neuf. Avant d'entrer et de parler concernant le Liban, déjà nous avons eu cette crise qui a touché le monde entier, qui est la crise donc de la Covid, et non seulement donc de la Méditerranée, mais elle nous a permis de remettre en question beaucoup de nos certitudes, mais aussi beaucoup de nos habitudes. Ça nous a obligés à nous arrêter et à repenser et à penser qu'il faut repenser à d'autres systèmes politiques, à d'autres systèmes économiques qui soient plus solidaires, qui aient plus de vision, qui voient plus à longue durée. Et on a beaucoup pensé cela au premier moment de la Covid. Maintenant, c'est comme si on oubliait un peu. Donc, il faut qu'on répète toujours que cette pause qu'on a faite nous a permis de repenser et de dire qu'il faut repenser. Et ça nous a mis face à notre fragilité en tant qu'être humain, mais aussi de notre responsabilité et de notre solidarité les uns envers les autres. On a vu que nous avons tous été touchés. À un certain moment, on s'est dit que nous sommes tous sur le même bateau. Puis, il y a eu une vision plus nuancée qui disait que voilà, nous sommes tous dans la même tempête, mais pas vraiment sur le même bateau. Il y a des gens qui sont sur de grands bateaux et d'autres qui sont dans des petites felouques en mer et donc où ils ne sont pas du tout en sécurité, en fait. Et ça montre un peu notre réalité et la réalité aussi de cette Méditerranée. Nous parlons d'une Méditerranée, mais où les réalités sont vraiment très, très différentes. Aujourd'hui, encore plus, peut-être le Liban est un des pays qui étaient plus privilégiés que d'autres. Donc, on se sentait parfois encore un peu plus proche de l'Europe, un peu plus proche du Nord parce que nous sommes plus privilégiés et peut-être parce que personnellement, nous appartenons peut-être à des contextes ou des classes sociales aussi privilégiées. Mais aujourd'hui, au Liban, nous ne le sommes plus. Et nous ressentons vraiment l'incertitude. Nous avons dépassé l'incertitude.
Nous avons été dépouillés de tout. Dépouillés premièrement donc avec la crise économique, donc dépouillés donc tous les gens qui avaient leur argent dans les banques ont été dépouillés de leur argent. Nous avons été dépouillés de nos droits, un jour après l'autre, de notre dignité humaine, bien sûr, un jour après l'autre, mais aussi de notre voix, parce qu'il y a un certain moment, nous sommes descendus dans les rues pour demander, mais finalement, nous avons compris que le jeu est plus grand que nous, en fait, et que nous sommes dans un jeu qui n'est pas seulement celui des corrompus qui gèrent le pays, mais c'est aussi tous ces axes dont a parlé Jean-Marc qui aussi sont ont une très, très grande influence, disons, dans le pays. Ici, on parle surtout de l'axe donc, iranien, mais il y a aussi la présence donc, indirecte donc, des autres axes, Arabie saoudite et autres pays du Golfe. Donc, nous sommes au-delà de l'incertitude, je pense. Nous sommes, à un certain moment, nous disions que nous étions vraiment dans le noir. Là, nous sommes encore plus dans le noir. On ne voit plus. Mais quelque part, peut-être c'est mon expérience que je partage avec vous, avec tout ce que nous avons perdu encore plus, il y a un mois, nous avons eu ce qu'on a appelé une mini-guerre civile. Pendant quelques heures, on a eu peur que ça ne tourne vraiment en guerre civile. Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait qu'un parti, un côté qui avait les armes. Et on sentait que le pays était sous ce contrôle-là et sous le contrôle du camp, donc qui est donc contrôlé surtout par le Hezbollah. À un certain moment, nous avons vu, donc il y a un mois, un autre groupe ayant eu les armes, pas autant bien sûr que le Hezbollah, mais on a vu que ça pouvait vraiment donc balancer dans une guerre civile. Grâce à Dieu, ça s'est arrêté là. Mais pour moi, j'ai vu aussi un moment de crise très fort, il y a eu des morts, un moment de crise très fort, mais pour moi, c'était aussi un moment qui pouvait nous ouvrir une nouvelle perspective parce que pour une fois, depuis des années, on a un genre d'équilibre de force. Et quand on a un genre d'équilibre de force, on peut soit aller vers la guerre, soit aller vers le dialogue. Et ici, je ne parle pas de dialogue interreligieux. Je parle plutôt de dialogue politique, de dialogue social et politique. Donc, une fois qu'on a on n'a plus cette distinction vraiment entre un groupe qui a le pouvoir et les autres qui n'ont pas le pouvoir, qu'on a eu un peu un groupe qui a relevé les armes, ça permet de se mettre sur presque un pied d'égalité pour pouvoir ouvrir un dialogue. Pour moi, c'est ce que l'on devrait faire aujourd'hui au Liban, s'écouter les uns les autres. Nous sommes dans un clivage depuis un très long moment. Et dans ce clivage, nous avons deux récits très, très différents. Lorsque l'on écoute son propre récit, on pense que notre récit, il est très logique. On pense que moi, j'ai le tour de toute la question et que l'autre est soit traître et parfois soit stupide complètement ou complètement illogique parce que je ne veux pas comprendre sa logique. Donc, je me mets de mon côté et je n'écoute pas sa logique. Je ne veux pas l'écouter. Et chaque fois qu'il parle quelque chose ou qu'il dit quelque chose, je l'explique par mon regard, mon filtre. Et ça fait des années et des années que nous faisons cela, de deux camps. Et chaque fois, on est au bord du précipice d'une guerre civile et puis on arrête.
Pour moi, maintenant, c'est le moment de nous écouter les uns les autres, de décider que même si ma position est légitime, même si moi, je sens que c'est l'autre qui est celui qui contrôle, que c'est l'autre et que moi, je suis la victime de l'autre, je dois écouter son récit. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on se sent non pas en pied d'égalité, c'est difficile d'écouter le discours de celui qui est en position de force alors qu'on est en position de faiblesse. Mais une fois qu'on rapproche un peu plus, on peut se mettre à l'écoute. Pour moi, c'est quelque chose, c'est pour ça que je pense cette intuition de parler de dialogue nécessaire au moment des incertitudes, c'est la leçon que je pense que j'ai apprise de la situation libanaise parce que on n'a pas appris ce dialogue nécessaire depuis la guerre, après la guerre et jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, le dialogue, il est nécessaire. Il faut apprendre à s'écouter où qu'on soit. Donc, moi, je parle du Liban, mais je pense que partout dans le monde, il y a toujours ces clivages entre la manière dont moi je pense, la manière dont l'autre pense. Je ne me mets pas à la place de l'autre. Bien sûr, l'autre, il y a de l'illogique dans ce qu'il dit. Bien sûr qu'il y a des choses inconcevables dans ce qu'il dit, mais il y a des choses aussi illogiques et inconcevables dans ce que je dis. Je vais revenir à une expérience personnelle. J'avais, en 90, quand la guerre civile donc, au Liban s'est terminée, j'avais 18 ans. J'ai refermé la page et j'ai voulu donc voilà aller étudier, donc travailler pour mon futur, pour le futur de Liban et ne pas regarder en arrière. En 2001, je reçois une bourse pour aller à Rome étudier dans les universités vaticanes, donc bourse donnée à des non-chrétiens pour aller étudier dans les universités vaticanes. J'arrive là-bas, je suis accueillie par des prêtres libanais maronites. Moi, durant la guerre du Liban, j'étais à 100% contre le maronisme politique. Donc, si on me disait maronisme politique 2 fois, je tombais. C'était inconcevable pour moi. C'est l'autre, c'est la pensée illogique, mais c'est quelle idéologie, comment on peut avoir une idéologie pareille, elle est construite sur quoi? Ils sont complètement stupides, ils sont complètement tarés. C'est comme ça que je pensais. Et donc, 11 ans plus tard, je pensais toujours pareil. Donc, j'arrive à Rome et je rencontre les prêtres donc, libanais maronites. Un des prêtres me dit, alors commençons par nous raconter les blagues qu'on se disait les uns des autres durant la guerre. Parce que les blagues, c'est assez révélateur. Ça montre quelles sont les images préconçues, les idées préconçues qu'on a sur les uns sur les autres, les images stéréotypées. Et donc, on a commencé par les blagues et puis on a commencé à parler un peu de mémoire. Et là, j'ai compris, en fait, j'ai appris que les moments les plus difficiles dans sa mémoire sont des moments que je ne connaissais pas. Des événements qui s'étaient passés durant la guerre que je ne connaissais pas. Parce que moi, j'avais appris la guerre du filtre de ma communauté, du groupe, de mon camp. Donc moi, je savais Sabra et Shatila. Pour moi, ça, c'était les moments les plus difficiles. Mais il y avait le siège de Zahle, les tueries qu'il y a eu de villages chrétiens. Moi, je n'avais aucune idée de cela. Peut-être que j'en avais entendu parler durant la guerre, mais on bloque toujours. On arrive toujours à bloquer les événements où notre groupe n'était pas gentil. Donc j'avais bloqué ça de ma mémoire et je me rappelais seulement les événements où mon groupe était le groupe victime. Donc, je croyais avoir toute la vérité, mais en fait, je n'avais qu'une part. Et donc, j'ai compris à ce moment-là que l'autre n'est pas stupide. Il a construit son idéologie sur des événements A, B et C et D, alors que moi, j'avais construit sur FGH et je croyais que je ne savais pas qu'il y avait ces événements réels sur lesquels il a construit son idéologie. Et donc, c'est pour ça que finalement,
tous nos clivages et toutes nos polarisations, chacun de nous a des peurs, chacun de nous a des peurs légitimes, a une mémoire blessée légitime. Mais nous les agrandissons dans nos récits et nous avons un récit qui est chaque fois qui est fragmentaire, qui n'est pas complet et qui bien sûr est émotionnel. Et on ne s'en rend pas compte. Donc pour moi, l'importance du dialogue, c'est l'importance de l'écoute, l'importance d'accepter que je n'ai pas toute la vérité des faits. Je ne parle pas ici de dialogue interreligieux, je parle de faits historiques. Je n'ai pas toute la totalité des faits historiques, j'ai une partie uniquement. Il faut que j'écoute l'autre parce que même s'il dit beaucoup de choses qui sont inacceptables ou inconcevables, il a besoin d'être reconnu dans certaines de ses peurs, dans certains de ses besoins d'être reconnu et qu'il faut que je lui donne cela, même si même s'il a les armes levées contre moi, je dois le faire, je dois écouter. Sinon, si on reste dans les clivages, dans la polarisation, on ne construira jamais ensemble, que ce soit au niveau donc national libanais ou au plus grand. Voilà. Alors, pour m'arrêter ici, donc je reviens à toi, Jean-Marc, peut-être pour te demander quelles sont les pistes pour aujourd'hui. Bon. Moi, je pense que la piste, évidemment, que je connais le mieux, mais qui me paraît la plus importante, c'est celle que tu amorçais tout à fait à la fin, celle d'une certaine méthodologie ou une certaine ascèse du dialogue, pour parler comme Denis Girard, qui vient à ces questions plutôt dans sa fréquentation du bouddhisme. Mais il y a aussi alors, avant de venir à ça, il y a quelques pistes aussi, peut-être plus différentes, mais peut-être ça vaudrait le coup d'approfondir. Je pense peut-être à toutes les questions sur le rôle des villes dans le pourtour méditerranéen. Il y a les États et puis il y a les villes, que ce soit de l'Italie, des cités, que ce soit les grandes villes qui ont été pour beaucoup des villes cosmopolites, il n'en reste pas tellement. Hein. Beyrouth, bien sûr, Alexandrie, Athènes, Istanbul, Marseille. Les villes ont un rôle un peu particulier parce que c'est un brassage, c'est un métissage. À Marseille, tout le monde le sait bien, on peut changer de pays, voire de continent, en changeant de trottoir, à condition, bien sûr, qu'on ait le cœur un peu ouvert, quoi, bien sûr. Mais c'est vrai. Et donc, je pense que ça peut être une piste. En tout cas, c'est la piste qu'on a choisi de travailler avec il y a deux collectifs. Il y a le collectif des maires, des MAIRES, des maires des villes de la Méditerranée, et puis le collectif des évêques de la Méditerranée. Et on a prévu une rencontre commune à Florence en février prochain. Et quand on a réfléchi, moi je fais partie du petit groupe des évêques qui réfléchissent un peu de tout le pourtour. Là, on est une petite 7-8 à réfléchir là-dessus. Et on s'est dit, on va approfondir le thème de la citadinité. Alors, bon, ça tombe bien parce qu'on a aussi des maires qui sont là. On va avoir 2 colloques parallèles et puis une fin commune avec le pape. Mais c'est un point important. Voilà. Et je pense que dans les acteurs du pourtour méditerranéen, on est peut-être trop resté dans les programmes mis en place jusqu'à maintenant, sur des programmes d'État à État, politique de voisinage, 5+5, etc., etc. Il est peut-être une autre voie à explorer, qui est celle de ville à ville, évidemment collectivité territoriale à collectivité territoriale. Dans cette maison, il faut que je dise aussi de région à région. Mais enfin, vous voyez, d'entités plus petites, et qui, une ville aussi, enfin, les villes ont des points communs, de brassage, et en même temps aussi de lieux où les problèmes sont exacerbés, de pauvreté, etc. Donc ça peut être une piste. Une autre piste, j'avais été rendu attentif à la décision prise en 2018, je crois que c'est le 6 juillet 2018, par le Conseil constitutionnel à propos
d'un principe constitutionnel de fraternité. C'est-à-dire que le mot fraternité, qui est le troisième de la devise républicaine française, ne désigne pas seulement une fraternité de famille, voire une fraternité de patriotisme de gens du même pays, mais vise une fraternité beaucoup plus large entre les êtres humains. Et cet avis, dont j'ai plus le texte ici, mais cet avis qui était posé, c'était dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, il y avait 2 arrêts de renvoi de la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel avait érigé la fraternité, troisième composante de la devise, en principe à valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que, et moi j'y vois là aussi un outil, un lieu de réflexion possible, c'est que, au nom de la fraternité, la répression de l'aide à la circulation irrégulière des étrangers, répression, aide dans un but humanitaire, est déclarée inconstitutionnelle, simplement entendu comme le lien unissant les membres d'une même famille ou les citoyens d'une même patrie, mais unissant tous les êtres humains. C'était en juillet 2018. Ça veut dire que le juge constitutionnel, qui ne s'était jusque-là jamais prononcé sur cette question, avait accepté de l'ériger en principe à valeur constitutionnelle, et donc, de ce principe découlait la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Vous voyez bien très concrètement à quoi ça fait référence. Tout dernièrement, on a eu cette arrivée massive de migrants arrivant par les montagnes, mais c'est dans notre région. C'est Briançon, c'est Gap, et puis vous vous souvenez des affaires niçoises. Et c'est justement à cause de ces affaires niçoises que les flux avaient été déviés vers les montagnes avec tous les risques supplémentaires liés au froid, à la neige, etc., etc. Bon, je ne suis pas compétent en la matière, mais il me semble qu'il faut trouver quelques pistes concrètes à approfondir, à consolider pour pouvoir œuvrer dans ce sens-là. J'en dis une autre, mais dans la maison, on en a davantage l'habitude, c'est la réflexion sur les frontières. Robert connaît bien ça, c'était d'ailleurs le thème de lancement des masterclass. Les frontières, qu'est-ce qu'une frontière? Qu'est-ce que se tenir aux frontières? Les frontières peuvent être des murs, mais en même temps peuvent être des passages. Et se tenir aux frontières, c'est aussi, en tout cas moi je le lis comme ça, c'est aussi une attitude spirituelle de décentrement, parce que quand vous êtes à la frontière, précisément, vous n'êtes pas au centre, et le fait de vous apercevoir que vous n'êtes pas au centre est très, 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 très important spirituellement. Même, on le disait à midi avec Naïla, la Méditerranée a toujours tendance à se prendre pour le nombril du monde. En fait, vu de très loin, c'est une petite région. Et donc, nous aussi, il faut faire attention à ça, quoi. Il faut faire attention à ça. Et donc, voilà, travailler sur la frontière. Alors, vous y avez travaillé avec beaucoup en faisant travailler plusieurs disciplines sur cette question, mais je pense que c'est une piste aussi très importante du point de vue de la conception des territoires et donc du point de vue de ce qui peut aider à avancer aujourd'hui. C'est encore une piste concrète. Et puis, je viens à la piste que je connais le mieux, celle du dialogue. Alors, Naïla en a donné tout à l'heure déjà des éléments. Moi, je peux dire une chose, c'est ce que j'ai mieux compris moi-même en lisant le travail que vous avez fait, Naïla et Fadi, dans ce petit livre qui sera mis à votre disposition. Tu vois, Patrice, que je fais la pub aussi, hein, mais je n'ai pas perdu les habitudes. Et ce petit livre s'appelle « L'hospitalité divine ». Pour moi, c'est un bijou, ce livre. C'est un bijou. Et lorsque j'avais écrit la préface de ce livre, j'avais essayé d'exprimer ce que moi-même j'avais mieux compris en vous lisant. Et je vais essayer d'en donner juste 3-4 points, si toutefois je retrouve le papier nécessaire. Oui. C'est que ça commence par prendre au sérieux la parole de l'autre, tu l'as dit. Prendre au sérieux aussi la légitimité de sa prétention à la vérité. Prendre au sérieux la validité de son expérience spirituelle.
Tout ça, c'est vite dit, mais c'est très long à faire. C'est un chemin très important de conversion. Pas de conversion de ma religion à celle de l'autre, mais de conversion, c'est-à-dire en inversion de mon désir de maîtrise en expérience de fragilité. Mais cette expérience de fragilité est l'accueil d'une autre façon de parler d'un même Dieu que nous ne concevons pas de la même manière. Mais que l'autre puisse me dire à propos de Dieu quelque chose susceptible d'enrichir ce que je croyais savoir à son endroit, voilà la belle aventure du dialogue. Et elle n'est jamais finie. Elle n'est jamais finie. J'avais vu aussi, c'est d'ailleurs toi, je crois, qui avait écrit ça, Naïla, la foi est plus un cheminement qu'une identité. La foi est plus un cheminement qu'une identité. C'est terrible, les identités. Ça peut être meurtrier, comme dit l'autre. Et voilà. Comprendre que la foi est plus un cheminement. C'est-à-dire que, ça vaut d'ailleurs en théologie chrétienne pour la vocation. La vocation n'est pas un statut, c'est l'aventure d'une vie. Et je ne la comprendrai qu'à la fin. Qu'à la fin. Même si moi, j'ai fait des choix. Je peux dire, voilà, moi, je suis prêtre, ou moi, je suis là. Bon, d'accord, j'ai fait des choix. C'est-à-dire, j'essaie de faire des choix qui me mettent en cohérence les uns après les autres et qui me permettent d'essayer de déclarer ma disponibilité, de la mettre en œuvre à la volonté de Dieu. Mais moi, je peux dire la cohérence de mes choix, et encore, mais la vocation, je ne la comprendrai qu'à la fin. Quelle était vraiment la portée du chemin unique? Et le chemin unique, c'est le mien, c'est le vôtre. Chacun en a un qui est unique. Et le pire, c'est de lorgner sur le chemin des autres. C'est pareil entre les croyants de traditions religieuses différentes. Je peux passer mon temps à lorgner sur le Coran pour voir quand même que c'est moins bien. Ou l'inverse. Mais je ne te demande pas ça, je te demande d'approfondir ton chemin et de découvrir dans ton chemin que pour mieux comprendre qui est celui en qui tu crois, tu peux avoir besoin de ce que te disent de lui d'autres qui ne croient pas comme toi. Et inversement. Et alors, chemin faisant, la foi est un cheminement plus qu'une identité. Elle est un cheminement à parcourir plus qu'une identité à défendre. J'avais vu aussi combien pour ça, il faut porter longuement en soi les questions de l'autre. Approfondir sa propre foi sous le regard de l'autre en tenant compte des questions qu'il pose et qu'il se pose. Pas seulement celles qu'il me pose, mais celles qu'il se pose. Et il n'y a rien de pire dans un dialogue, Naïla le sait aussi bien que moi, que quand on prétend ne plus avoir de questions à se poser. Je peux poser des questions à l'autre, mais si moi j'ai plus de questions à me poser, c'est faussé cette histoire. Et si des fois je présentais l'évangile comme si moi je n'avais plus besoin de m'y convertir parce que j'ai plus de questions à me poser et que je voulais simplement que l'autre s'y convertisse, vous voyez bien à quoi on arrive. Et donc, cheminer longuement avec les questions de l'autre, celles qu'il pose et celles qu'il se pose, et chercher dans chaque religion ce qui lui permet de penser la place de l'autre dans le dessein de Dieu. Et là, on a tous du travail à faire. Tu vois, tu en as fait beaucoup à l'intérieur de la tradition musulmane. On a tous du travail à faire. Et c'est une question qui est radicale. Est-ce que dans la conception de la foi, l'autre qui ne la confesse pas a une place à tes yeux dans le dessein de Dieu? Et si oui, laquelle? C'est une question avec laquelle bon nombre de théologiens du XXe siècle se sont confrontés et ça a donné un certain nombre de choses du Concile Vatican II. Et puis, j'avais aussi compris ceci en vous lisant, qu'il était important de s'interdire de penser la différence autrement qu'en cheminant humblement avec elle jusqu'au porche du mystère de l'hospitalité divine. Ça, c'est long, cheminer humblement avec la différence. Voilà, pas prétendre l'expliquer, mais la vivre comme quelque chose qui sans cesse et me remet en question et me fait progresser.
Au fond, j'avais écrit ça dans la préface, faire de l'espace pour Dieu à l'intérieur de soi, pour accueillir ainsi tous ceux pour qui Dieu a fait de l'espace en lui-même. Je pense qu'on peut s'y retrouver, quelles que soient nos façons de croire en Dieu. Faire de l'espace en Dieu à l'intérieur, pour Dieu à l'intérieur de soi, afin de pouvoir accueillir tous ceux pour qui Dieu a fait de l'espace en lui-même. Ça, c'est un chemin spirituel. Donc voilà, parmi les pistes, il y a des pistes très, comment dire, qui peuvent être aussi techniques, mais qui sont très importantes. La ville, l'aspect constitutionnel de la fraternité, la question de la frontière, et puis il y a la piste de ce qu'est un vrai dialogue au niveau spirituel. Alors c'est là-dessus que je te redonne la parole, Neila. Tu connais tout ça, mais ton expérience à toi de la théologie musulmane en dialogue avec la foi chrétienne. Merci. Alors peut-être avant de revenir, de continuer sur la théologie, peut-être ajouter quelques pistes et un peu les pistes sur lesquelles nous travaillons à Diane, à notre fondation. Donc aussi, c'est des pistes plutôt sociales, politiques, avant d'être théologiques aussi. Nous travaillons beaucoup sur la question de la citoyenneté inclusive de la diversité. Donc, comment apprendre à gérer la diversité dans l'espace public d'une manière saine, d'une manière qui reconnaît la diversité, mais qui ne permette pas que l'individu disparaisse. Donc, nous, le problème du confessionnalisme, par exemple au Liban, c'est que l'individu n'existe pas. C'est parce que c'est les communautés religieuses qui sont reconnues politiquement. Donc ça, ce n'est pas du tout un exemple. Mais par contre, par exemple, nous pensons que la laïcité telle qu'elle a été vécue, par exemple en France jusqu'ici, n'a pas su gérer vraiment la diversité religieuse. Ce qui a fait qu'il y a aujourd'hui donc des problèmes liés à la diversité religieuse, notamment à l'islam en France. Il y a un problème lié, par exemple, au port de symboles religieux. Et aujourd'hui, dans les conventions internationales qui œuvrent pour la liberté de religion et de conviction, dans la liberté de religion et de conviction, il y a la liberté de porter les symboles religieux qu'on veut. Donc, on ne peut pas, au nom ayant peur de la diversité, ne pas permettre ce droit qui aujourd'hui devient un droit internationalement reconnu. Donc, il y a toutes ces questions à repenser aujourd'hui. Et ce n'est pas une idéologie, cette citoyenneté inclusive de la diversité, mais c'est vraiment ce défi que l'on se pose, chacun dans son contexte. Comment nous pouvons vivre en ouvrant cet espace public à cette diversité, en acceptant la diversité donc culturelle, ethnique, mais aussi la liberté de religion et de conviction, et essayer de gérer cette diversité d'une manière qui puisse enrichir la société et non pas devenir un problème. À chaque contexte, de trouver quelle forme donc de citoyenneté inclusive de la diversité qui soit le plus apte à ce contexte. Par exemple, au Liban, nous avons notre propre réflexion parce qu'elle est fondée sur les problématiques libanaises. En Irak aussi, nous avons œuvré avec des représentants des différentes communautés religieuses, des différents partis politiques, des différentes ethnies, pour penser aussi, écrire en fait une charte de la citoyenneté inclusive de la diversité en Irak. Donc les personnes bien haut placées qui ont sorti cette charte. Et nous réfléchissons sur ce thème aussi avec des instances religieuses, comme par exemple le Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes, qui était à la base de la déclaration de Marrakech, que vous connaissez, je pense, qui fait partie d'une de ces déclarations
Vous savez, en monde musulman, dans ces dernières années, nous avons eu des déclarations qui étaient pour nous inouïes. Pour la première fois, nous avons des déclarations qui parlent de citoyenneté, donc qui sortent d'instances musulmanes comme Al-Azhar, par exemple, ou bien le forum dont je parlais maintenant, et donc qui parlent donc de citoyenneté, d'égalité entre chrétiens et musulmans, ils le disent, qui parlent de liberté religieuse. Ça, pour nous, c'était vraiment inouï. Une de ces déclarations dit que l'islam n'a pas besoin d'un État. On n'a pas besoin d'un État musulman. Tout État qui porte vraiment les valeurs humaines, c'est un État qui a sa légitimité en islam. C'est du jamais vu pour nous. Et maintenant, nous les avons en tant que des déclarations. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'au printemps arabe, finalement, on n'avait pas ce genre de discours pas dans les instances officielles musulmanes. On retrouvait ce genre de discours parmi les théologiennes qu'on appelle les nouveaux penseurs, mais pas par les instances officielles. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important sur lequel nous pouvons tabler. C'est ce qu'on a fait à Adiane pour essayer de penser aussi la citoyenneté inclusive de la diversité dans ces cercles-là. Nous pensons, nous croyons qu'aujourd'hui, nous pouvons penser ensemble à des principes sur lesquels nous pouvons tous nous mettre d'accord. Bien qu'aujourd'hui, et à Diane, nous pensons que la diversité est quelque chose de fondamental, la diversité culturelle est quelque chose aussi de fondamental, non seulement religieuse, mais qu'il y a des fondements, qu'il y a certaines normes sur lesquelles nous pouvons tous nous mettre d'accord. C'est les valeurs de la vie publique, c'est le bien commun, c'est la dignité humaine, c'est les droits de l'homme. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre, au nom de la diversité et de l'acceptation de la diversité, d'accepter des gens qui demandent des spécificités culturelles, de ne pas accepter certaines de ces normes. Donc, il y a des normes sur lesquelles nous pouvons tous nous mettre d'accord sans exception, parce que d'habitude, les exceptions sont des exceptions où il y a un contrôle généralement religieux sur, par exemple, soit les femmes, soit donc dans certains secteurs de la société. Donc, nous pouvons nous mettre d'accord sur des normes et une vision commune dans nos sociétés, chacune de nos sociétés, mais aussi pour le pourtour donc de la Méditerranée. Mais pour moi, je reste aussi avec une dernière question et je vais vous parler de quelque chose en tant que personne venant du Sud. Nous avons parfois l'impression que nous n'avons pas la même valeur et que nous ne sommes pas la norme. Ça veut dire que quand les politiques sont faites, quand les réflexions sont faites, même parfois quand les théologies sont développées, elles sont développées à partir d'une norme qui n'est pas nous, à partir d'une norme qui est plutôt le Nord, occidental, plus privilégié. Et finalement, il faut toujours penser que chaque personne humaine est la norme. Et lorsque nous pouvons penser cela, lorsque nous pouvons penser à partir de chaque personne humaine, quel que soit son privilège ou son non-privilège, et pas de là où nous sommes, c'est là où on peut vraiment avoir des théologies qui englobent tout le monde. J'ai travaillé bien sûr la théologie de la diversité religieuse. J'ai travaillé sur la question de nouvelles théologies politiques en islam, que vous pouvez retrouver non pas dans ce livre, mais dans le livre L'Islam pensé par une femme. Mais je pense qu'aujourd'hui, je rêve en fait aujourd'hui de faire une théologie à partir des personnes les plus démunies, qui, elles, permettent de savoir comment trouver le sens dans les périodes d'incertitude. Je pense que, bon, il y a différents niveaux de privilégiés, peut-être occidentaux plus privilégiés que moi qui viens de l'Orient, mais moi, je suis plus privilégiée que d'autres qui sont moins privilégiés que moi dans mon contexte.
et qu'il faut chaque fois écouter les personnes moins privilégiées que nous parce que c'est elles qui peuvent donner une réponse plus profonde et retrouver le sens plus profondément. Je, je reviens vers toi, Jean-Marc. Oui, on va quasiment conclure maintenant ici parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Et puis que, voilà, c'est bien qu'on ait maintenant un temps d'échange, mais on s'était dit qu'on terminerait par des choses un peu plus personnelles aussi, hein. Mais je consonne tout à fait ce que tu viens de dire là sur la parole des personnes les plus pauvres. C'est étonnant quand on regarde, je regarde l'histoire de mon Église, les avancées les plus importantes, elles se sont faites lorsque l'Église a joué son rôle, s'est engagée plus avant au service des pauvres, toujours. Toujours. C'est là que les choses, quand on regarde l'histoire, c'est là que les choses ont avancé. Comme si c'était la boussole qui au fond, nous guide. Et dans la génération la plus jeune aujourd'hui, à Marseille, il y a beaucoup de jeunes que je rencontre très régulièrement. Et je vois bien que, avec un flair tout évangélique, je dirais ça comme ça pour moi, mais avec flair, ils ont compris que c'est en passant par la porte du service des pauvres qu'ils ont le plus de chances de découvrir le chemin du sens de leur vie. Et ça, ils le découvrent et ils le vivent. Et encore tout récemment, là, des rencontres que j'ai pu faire montrent qu'il y a ce flair-là. Et je pense d'ailleurs que pour l'Église, c'est le rendez-vous continuel, quoi. C'est-à-dire que régulièrement, il faut qu'elle repasse par cette porte-là pour vérifier qu'elle ne s'est pas trop éloignée du chemin qu'elle prétend suivre. Et donc, oui, il se trouve qu'il y avait à Marseille un franciscain, beaucoup l'ont peut-être connu, Frédéric Leméoté, qui a été longtemps dans le quartier là de la Palue, là où sont les franciscains, et qui ensuite a fait un doctorat de théologie à partir de la parole des pauvres. Non pas sur la parole des pauvres, mais en recueillant la parole des pauvres. Et à partir de là, il a fait un travail qui a duré longtemps, parce que c'est difficile du coup de faire ça, mais il l'a fait. Et il est très engagé maintenant dans ce service-là, qui n'est pas simplement un service charitable au beau sens du mot, hein, mais qui est aussi de considérer que c'est un lieu théologique. Si tu veux comprendre la foi et le message de l'Évangile, eh ben, passe par là. Passe par là. Et ça t'aidera d'ailleurs à vérifier toutes les choses qui vont bien ou toutes les choses qui vont pas bien. Donc, je consonne à ça. Je voulais juste le dire parce que c'est quelque chose de très, très important. Alors, moi, c'est un peu, en préparant, là, je me disais personnellement, pour la Méditerranée, au temps des incertitudes, oui, il y a des incertitudes. Aussi parce que dans nos religions, on n'est pas toujours capable, en remettant la parole des pauvres au centre, on n'est pas toujours capable d'éviter toutes les ornières politiques, belliqueuses, exclusivistes, qui nous guettent toujours. Et les religions monothéistes, surtout, les autres aussi, mais d'une autre façon, mais les religions monothéistes qui prétendent être fondées sur une révélation de l'absolu courent toujours le risque de succomber à la tentation de confondre l'absolu de Dieu avec l'absolu de la religion. Et on sait, et nous le savons fortement d'ailleurs ces temps-ci, tous les dégâts que cela peut faire. Et je pense que c'est aussi par le passage par l'écoute de la parole des pauvres que l'on peut
remettre un peu des choses à l'endroit. Je me suis souvenu, quant à moi, à propos de la Méditerranée, de ce qui m'était arrivé lorsque j'étais allé à Oran pour la béatification des bienheureux. Anne-Marie doit être par là. Voilà. Et voilà. Et cette journée avait été pour moi assez extraordinaire parce que je suis né en Algérie. J'étais l'aîné de la 4e génération à être né en Algérie. Et je porte dans ma propre histoire personnelle cette mémoire heureuse et douloureuse. Et en retour, j'avais écrit quelques lignes pour essayer de dire ce que j'avais vécu. Je vais juste en lire quelques-unes comme témoignage personnel. Ce matin-là, ce matin de la béatification, c'était un 8 décembre, la brume avait envahi Oran. C'est souvent ainsi l'hiver, lorsque la mer fait don d'un peu d'humidité à cette terre oranaise rassasiée de soleil qu'Albert Camus avait si bien chanté. Quittant l'hôtel de bon matin, l'imposante délégation que nous composions, nous qui avions le privilège de pouvoir être là, fut conduite sous bonne escorte jusqu'à la grande mosquée d'Oran, où une réception officielle, à la fois grandiose et chaleureuse, avait été préparée en son honneur. Après la collation offerte à la mosquée, une nuée de minibus, affrétés par la wilaya d'Oran, s'ébranla à vive allure pour monter à l'assaut de la colline de Santa Cruz. La brume commençait à se déchirer et d'un virage à l'autre, on découvrait, émerveillé, la rade d'Oran et le port de Merselkébir. Et je pensais à ma famille, débarquée sur ces rivages en provenance d'Andalousie vers la fin du XIXe siècle pour y chercher du travail, à une époque où les flux migratoires en Méditerranée allaient plutôt du nord vers le sud. La journée s'est déroulée et l'après-midi, il était déjà plus de 15 heures, quand la célébration eucharistique s'est achevée doucement dans un inoubliable Ave Maria de Lourdes, se transformant peu à peu en un Salam Salam Laki à Mariam d'Oran, nouant les langues et les mélodies dans une même prière mariale. Il fallut du temps pour sortir de cette liturgie qui nous avait transportés. L'air devenu plus frais et une petite collation plus que bienvenue aidèrent la foule à se retrouver par petits groupes, puis à se disperser lentement. C'est alors que je me suis retrouvé seul, face à la grande bâche où étaient inscrits les noms des 19 nouveaux bienheureux, mêlés à une série d'autres prénoms d'Algériens dont on pouvait penser qu'ils avaient été eux aussi victimes de cette décennie noire qui avait pourtant endeuillé le pays, qui avait longtemps endeuillé le pays. Le matin d'ailleurs à la mosquée, on avait évoqué les 114 imams et les 100 journalistes, eux aussi assassinés pour s'être opposés avec courage à la folie et à la haine. Et sur l'icône écrite pour la béatification figurait en bonne place le chauffeur de Pierre Claverie, le jeune Mohamed Boucheki, dont la mère avait témoigné la veille à la cathédrale. Car si l'Église peut bien reconnaître 19 bienheureux, personne ne peut faire la liste de la communion des saints, foule immense de ceux qui ont traversé la grande épreuve et que nul ne peut dénombrer. L'heure tournait, comme ce soir, et le soleil déclinait. Et moi, j'étais toujours là, perdu dans mes pensées et dans mes larmes, au milieu de l'esplanade. Oui, j'étais bien à Santa Cruz, la même où jadis ma mère, écolière, montait en pèlerinage avec les enfants de Marie, et mon père, apprenti menuisier avec la JOC. Et je restais longuement à méditer devant ce résumé vertigineux de mon histoire familiale et ecclésiale à la fois. Une histoire avec ses souvenirs heureux et ses cicatrices douloureuses, mais une histoire désormais éclairée, comme tant d'autres, par la grâce de cette béatification, une grâce de réconciliation, permettant d'habiter le sens profond des incohérences apparentes de la vie. Puis il fallut partir, le soir était tombé, quelque chose venait de se passer qui ne demandait qu'à mûrir, mais qu'il fallait conserver soigneusement en son cœur.
Telle fut pour moi la grâce d'Oran ce jour-là. Et la Méditerranée avait autre chose que des inquiétudes. Elle avait un peu d'espérance. En tout cas, ce fut un cadeau fait au monde par cette petite église d'Algérie et plus largement par le peuple d'Algérie. Une petite église féconde dans sa pauvreté, libre dans sa dépendance, joyeuse dans sa précarité. On peut en rêver que notre église soit ainsi aussi aujourd'hui. Voilà pour cette petite évocation personnelle. Toi aussi. Je pense que c'est tellement fort que je ne vais pas faire peut-être d'évocation personnelle maintenant. Peut-être Oui. peut-être plus tard. D'accord. Bon, alors on arrête là pour l'instant. L'incertitude est un inconfort prometteur. C'est vraiment en dialoguant en temps réel devant nous que vous avez évoqué le dialogue, un peu à la manière du pape François qui ne parle jamais du dialogue, si ce n'est en dialoguant réellement. Merci. Et maintenant, ce dialogue s'ouvre pour un échange. Vous trouverez le micro avec Christophe Roucou. Il est difficile, monseigneur, de prendre la parole après vous. Je voudrais seulement, en référence à ce que vous avez dit l'un et l'autre, évoquer une piste qui s'appelle le repas du sage. Il imagine un congrès sur la sagesse et il dit que c'est un terrible vacarme jusqu'au moment où sonne la cloche du repas. Alors, tous se taisent et tous sortent de leur pissac une cruche d'eau et un quignon de pain. Et Alain conclut, sur les raisons de la sagesse, les hommes disputent, sur le repas du sage, il n'y a pas de discussion. Or, ce repas du quignon et de l'eau, c'est le repas du pauvre. Et c'est peut-être là qu'on trouve un référent commun, car il arrive que nous disions de façon différente la même chose, et c'est peut-être auprès du pauvre qu'on va retrouver le langage essentiel. Si je peux me permettre, et après je vous rends la parole, je citerai un autre philosophe, c'est Descartes. Et lorsqu'on l'interroge sur les raisons de sa croyance en Dieu, on s'attend évidemment à des réponses de philosophes, mais il répond qu'il a la religion de sa nourrice et qu'il va en pèlerinage à Lorette. C'est aussi la démarche la plus simple et la plus naïve. Merci. Merci pour votre témoignage. Je ne sais pas si, Naïla, tu veux dire quelque chose sur l'eau et le pain? Je crois que juste pour faire le lien, c'est ce que j'écoute à travers les citations, puisque vous venez de dire aussi, c'est ce que toi tu évoquais, Naïla, tout à l'heure, sur le fait que c'est en revenant à la réalité, c'est-à-dire que nous sommes des hommes et des femmes, qu'on soit de quelque religion, qu'on ait quelques convictions, et ces hommes et ces femmes que nous sommes sont tous confrontés un jour ou l'autre aux grandes questions existentielles de la vie, et que c'est ça qui est le, comment dire, à la fois la pauvreté et la grandeur de notre humanité, et c'est en ne passant pas, ne s'élevant pas, ne prétendant pas s'élever beaucoup trop haut par rapport à ces questions existentielles de base que représentent le petit quignon de pain et la cruche d'eau, qu'on a le plus de chances d'être
en vérité en dialogue. Enfin, ça rejoint ce que tu disais sur ces questions de l'existence. Je pense que c'est assez, je ne vais pas ajouter pour le moment. Madame, Monseigneur, je voudrais revenir sur des considérations peut-être plus terre à terre sur cette grande zone de l'Euro-Méditerranée. Nous avons tous vécu donc ces printemps arabes où il y a eu une faillite totale des décisions politiques qui ont été prises pour l'accompagner. Faillite qui est souvent due à une transposition de notre notion de la démocratie dans une zone qui n'avait pas du tout les mêmes conceptions. Ça a eu pour effet de nous adresser à des populations qui ne comprenaient pas du tout le message que les Européens voulaient transmettre, en voulant aider. Et nous avons peut-être à un moment donné contribué à creuser l'écart, à creuser le trou sans chercher justement à les comprendre avant de vouloir leur imposer un modèle. Ça a été une faillite totale qui nous a menés au panorama que Monseigneur nous a décrit en début, pas très réjouissant, mais malheureusement extrêmement vrai. Ça pose le problème donc, maintenant, dans toutes les politiques qui ont été tentées par les collectivités, par l'Europe, abondamment financées, et qui n'a servi strictement à rien, de trouver une solution pour pouvoir justement commencer ce dialogue. Certes, il y a l'aspect philosophique, l'aspect spirituel, qui est immensément important et central, mais il y a un aspect dans lequel, je dirais, je ne vous ai pas entendu, j'aimerais avoir votre opinion, c'est l'éducation. Car si nous ne commençons pas justement dans ce partage, dans la compréhension, à trouver un modèle d'éducation qui permette aux populations de se parler dès le plus jeune âge, comment espérer dans une ou deux générations que les choses s'arrangent? Maintenant, comment faire? Je vous pose la question. Je pense que comme Adienne a pour objectif l'éducation, ça de l'est. Merci. Donc, en fait, c'est l'un des objectifs. Donc, dans notre fondation, Adiane, nous pensons qu'il faut travailler sur plusieurs niveaux. Donc, l'un des niveaux est bien sûr l'éducation. Nous avons d'autres niveaux qui sont le plaidoyer, donc les politiques. Nous avons un autre niveau qui est les médias et un autre niveau qui est plutôt les médias, donc promouvoir un nouveau discours, de nouveaux discours sur les médias en langue arabe concernant les questions de la diversité, de la démocratie, des droits de l'homme, à travers aussi des petits films, faire passer ces messages, et aussi des réseaux de religieux, religieuses qui font passer aussi ces idées et peut-être une approche religieuse des valeurs de la vie publique. Donc, essayer de promouvoir ces valeurs même dans les cercles donc, religieux. Mais dans l'éducation, bien sûr, nous avons travaillé depuis 2007, nous travaillons dans l'éducation. Et maintenant, nous allons continuer ces projets d'éducation, par exemple en Irak, probablement aussi nous allons essayer de faire d'autres pays. L'idée, c'est d'œuvrer à l'éducation, à la diversité, mais aussi à la citoyenneté active et inclusive de la diversité. Donc, ce que nous faisons, c'est de proposer aux jeunes, par exemple, un des programmes est dans le secondaire. Nous proposons aux jeunes, donc, à travers des clubs extrascolaires, la connaissance des bases donc de ce que veut dire la citoyenneté, de ce que veut dire la démocratie, de ce que veut dire eux-mêmes qu'ils soient des acteurs de changement. Ils apprennent aussi les questions d'identité, d'histoire et de mémoire, dont on vient de parler tout à l'heure, des questions de services publics, de services communautaires, et ils apprennent, on fait des rencontres entre des jeunes de différentes régions, de différentes backgrounds religieux aussi, de différentes classes sociales. Ils se rencontrent
Et ensemble, ils pensent à des projets pour le développement, parfois de leur région, parfois d'une troisième région aussi, pour qu'ils soient tous, qu'ils sentent leur responsabilité pour le pays, pas seulement leur propre communauté religieuse ou leur propre région. Et c'est un projet qui... et donc, ils finissent par faire des projets de services communautaires ensemble. Ça transforme. Ce genre de programme, ça transforme. Nous avons maintenant inclus 2 autres niveaux dans l'éducation primaire puis complémentaire pour l'éducation à la diversité religieuse, mais aussi à la communication, à l'écoute, à l'empathie, au refus de la discrimination. Donc, tout ça aussi à travers des jeux pour les enfants, pour aussi les 12-13 ans, un autre programme aussi pour leur présence en ligne. Aujourd'hui, on parle de citoyenneté digitale même. Alors, quelle est leur présence? Quel est leur discours en ligne? Qu'ils sachent qu'est-ce que ça veut dire le discours de haine, qu'est-ce que ça veut dire la mésinformation, ça existe en français? Désinformation, voilà, un anglicisme. Alors, donc, ils savent ce que ça veut dire et pour pouvoir eux-mêmes ne plus véhiculer ce genre de messages sur les réseaux sociaux, mais qu'ils puissent donc avoir créé des messages qui prennent en compte la diversité des points de vue et donc le respect des autres et le bien commun dans leur message. Pour nous, avec ces plus de 15 000 étudiants auxquels on a pu donc donner ces programmes, nous avons pu vraiment percevoir un très, très grand changement. Donc, comme vous dites, l'éducation est très, très importante et dès le plus jeune âge. Mais je vous donne un peu l'anecdote que, par exemple, quand on est allé enseigner quand on a commencé pour enseigner la diversité religieuse aux plus petits, dans des écoles, les parents avaient peur. Qu'est-ce que vous allez venir enseigner à nos enfants? Donc, on allait dans les différentes écoles. J'étais dans une école à majorité chrétienne, toute chrétienne en fait. Et donc, en tant que musulmane, je suis là pour expliquer, pour leur dire, en tant que, pas nécessairement en tant que musulmane, mais en tant que donc, responsable à Adiane, mais pour calmer un peu leur peur. Et un père qui me dit, mais qu'est-ce que vous allez enseigner la religion et si ma fille veut épouser un musulman? Elle avait 9 ans, la fille. Donc, c'est un programme pour les enfants de 9 ans. Donc, pour vous dire que parfois, bon, l'éducation est très, très importante, mais il y a toute la société. Donc, ce n'est pas seulement les jeunes. Nous, quand nous formons les enseignants pour former les enfants, travaillons beaucoup avec les enseignants et eux, ils disent, il faut nous qu'on se libère de nos peurs. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Au temps de l'incertitude, il faut créer des espaces où on peut partager nos peurs. On peut dire nos peurs. Ce qui me fait le plus, en fait, peur, mais c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que nous avons parfois 2 discours. Un discours que l'on dit dans l'espace public et un autre discours qu'on dit dans les espaces intérieurs. Et nos peurs, d'habitude, on ne les dit pas vraiment dans l'espace public. Dans l'espace public, on va dire « je veux ça ». Mais « je veux ça », c'est lié à une peur. Donc moi, ce que nous devons faire, c'est créer ces espaces où les gens peuvent dire de quoi ils ont peur pour pouvoir penser plus calmement, mais avec lucidité, à des solutions à nos problèmes. Merci Leïla. Peut-être une dernière question parce qu'on me fait remarquer que l'heure avance et qu'il y a un buffet qui nous attend avec des gens qui... Donc une dernière question. Ce que Neila a dit, mais on n'a pas le temps de le développer, on essaie aussi de prendre des initiatives dans ce sens à Marseille. Moi, ce n'est pas vraiment une question, mais j'ai été touchée dans les 2 interventions
sur ce qui a été dit sur le pauvre. Je me souviens d'un cours de théologie par un jésuite spécialiste en écriture, Paul Beauchamp, et qui disait, mais Dieu, il choisit le pauvre. Et alors, s'il choisit le pauvre, et alors, et les autres? Et comment il est le Dieu de tous? Alors là, c'est une grosse question. Et moi, j'étais resté avec la question. J'ai travaillé les théologiens d'Amérique latine, la libération, eux, ils parlent des pauvres. Alors là, je dis, là, je vais comprendre. Et Gutiérrez, un des fondateurs, dit, le pauvre, de soi, il n'est pas aimable. Il peut avoir des addictions et c'est pas facile. Ah oui, moi, des fois, je me rends compte que c'est pas facile. Alors, comment, si on veut répondre à l'appel de Dieu, aimer le pauvre, et puis alors, et les autres, aimer le Dieu de tous, c'est comment? Et je suis en chemin, j'ai découvert un peu que le chemin vers le pauvre, eh bien, c'est le chemin vers tous. Que c'est une voie. Voilà, là, on a parlé de voie, que aller vers le pauvre, ça déplace, ça bouscule. Et là, il y a peut-être une chance pour que ce soit le chemin vers tous. Et c'est vos interventions qui m'ont fait repenser à ce souvenir de mes études. Merci beaucoup. Certainement qu'il y a d'autres questions, mais on est... Et vous pouvez continuer, y compris avec Neila et Jean-Marc. Ensuite, vers la droite. Et je ne vais pas vous couper la parole. D'accord. Merci pour ce que vous avez dit. Maintenant, peut-être une des choses les plus importantes, c'est que tous, on redevienne pauvres, en fait. Et c'est ce dont on a besoin. On a besoin de nous débarrasser de tout ce qu'on a comme arrogance, comme hégémonie en nous. Et parfois, c'est culturel. Parfois, on l'a et ça nous vient de nos passés culturels. Donc, essayons de creuser, de voir ce que nous avons en nous qui ne fait pas de nous des pauvres. Et c'est ce qui nous permettra, je pense, de construire ensemble. Je voudrais aussi revenir à ce que je disais tout à l'heure, que c'est cet espace entre ce que nous disons dans l'espace public et l'espace privé. Si on ne le referme pas, cet espace, si on n'ouvre pas des espaces où on peut parler, c'est comme ça que viennent les idéologues nous tirer des deux côtés de l'extrémisme. On parle d'islamisme ou de position d'extrême droite. Et je veux terminer peut-être sur une idée, c'est que si on regarde toujours la réalité par le biais de la catégorisation religieuse. On va penser, voilà, il y a les musulmans, les chrétiens, les non-religieux, les X, les Y. Mais si on pense à partir des principes et des valeurs communes que nous portons, alors moi, je peux trouver des chrétiens à côté de moi qui pensent de la même manière et qui ont les mêmes valeurs qu'ils veulent avoir dans le pays. Et le chrétien va trouver en moi et en d'autres musulmans des personnes et on va se remarquer que finalement, nous sommes peut-être 90% qui veulent ces valeurs-là et qu'on soit chrétien, musulman, agnostique, athée, tout ce que vous voulez, on veut ces valeurs-là et que finalement, les extrémistes des deux côtés sont beaucoup moins que nous ne le pensons, sont beaucoup moins que que finalement, la masse, c'est les gens qui pensent, qui veulent le bien commun, qui ne se laissent pas aller dans les peurs et dans les cloisonnements, mais qui veulent en fait construire ensemble. Et c'est pas les gens identitaires. Les identitaires sont vraiment des deux côtés, mais c'est des minorités. Mais on leur donne la majorité quand on met les mauvaises lunettes pour regarder la réalité. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup, Neila. Je pense aussi
L'une des choses les plus difficiles aujourd'hui pour moi, comme évêque, c'est d'arriver aussi à ce que on réfléchisse pas simplement qu'on n'entre pas dans le dialogue avec les musulmans, c'est très important, mais je vois que ce qui est aussi très important, c'est qu'on puisse débattre entre chrétiens à propos de nos relations avec les musulmans. Sinon, on reste sur l'espace public, l'espace privé, et il y a des choses qu'on dit et d'autres qu'on dit pas. Et tu as tout à fait raison, je pense, de dire qu'il faut pas avoir peur que les choses les plus médiatiquement relayées ne sont pas forcément les majoritaires, mais qu'il faut pour ça donner la parole. On a une belle expérience ici, Christophe pourra en parler beaucoup et d'autres aussi, et puis Jean-Paul pourrait parler beaucoup, par exemple, de Saint-Maur et de ce qui se vit là, et on vit, c'est à même la vie, c'est à même les questions de la vie, et c'est là que les choses peuvent avancer. Voilà. Et donc pour moi, c'est très important ça. Et pour reprendre ta question, Christine, je pense que la pauvreté, bien sûr, il y a une pauvreté qui est à combattre, la pauvreté qui pourrait engendrer la misère. Mais il y a la pauvreté de cœur. Celle-là, elle est accessible à tous. Et au fond, c'est probablement la pauvreté de cœur qui est le creuset que l'Esprit préfère pour travailler à notre libération. Et il a du mal à le faire si nous ne travaillons pas à la pauvreté de cœur. Mais c'est le creuset qu'il préfère. C'est pour ça que, à mes yeux, c'est comme ça que je comprends le regard de Dieu vers les pauvres. C'est parce que, voilà, c'est la pauvreté de cœur, celle qui cherche l'espérance, celle qui ici, celle qui là, c'est ce que l'Esprit préfère pour pouvoir travailler à notre libération et personnelle et du peuple. Voilà. Merci Neila, merci Jean-Marc de l'espérance à laquelle vous nous ouvrez. Nous aurons le privilège avec la Maison de la Sagesse de travailler encore avec Neila demain dans le séminaire de recherche et nous avons toujours le privilège de travailler avec notre archevêque, toujours. Mais vous allez voir, on va les faire travailler encore un petit peu avant l'apéro parce que les fameux livres de Neila Tabara et quelques livres de chemin de dialogue de Jean-Marc et Neila, vous pourrez les trouver au stand de chemin de dialogue. Et puis, si vous avez besoin d'une dédicace de leur part, n'hésitez pas. Vous trouvez aussi sur les sièges les flyers du processus méditerranéen. Regardez, flashez même sur le QR code. Ça vous donnera la possibilité de vous tenir informé en temps réel des prochaines étapes du processus. À bientôt donc, et puis bon apéritif.